Salut à tous, c'est le maître de cérémonie du CFC de Canal+, qui est dans Pressentiment aujourd'hui. Hervé Matou est mon invité. Top générique. Bonjour Hervé. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Non, c'est pas Un chez petit toi. peu, mais, ouais, on est pas loin de Canal en tout cas. c'est un endroit qui a servi Ouais. pour sustenter toute l'équipe. Non, ça a toujours été un élément de décor en fait. D'accord. C'est un ancien dirigeant qui est allé aux États-Unis, qui a trouvé ça super, qui a dit je veux qu'on le fasse venir en France. À l'époque où Canal avait beaucoup d'argent et on l'a fait revenir. Et voilà, et je crois que ça s'est révélé incompatible pour faire une émission. Mais on l'utilise de temps en temps comme ça pour des interviews de prestige comme la tienne. J'adore ce qu'il dit. Merci en tous les cas de nous accueillir et je veux vraiment remercier Hervé parce qu'il a répondu instantanément à cette sollicitation et c'est pour nous un bonheur de venir te retrouver et aussi bien sûr te proposer une question vache que je vais te laisser choisir. Je précise, je vais être honnête, je t'en ai posé en amont et que tu as fait quasiment un sans faute et j'espère que... Bah là je vais tomber sur celle que je ne sais pas et... Tu choisis. Bah, je choisis. Tu choisis. Tu la lis, s'il te plaît. Intérieurement ? Non, pour que celles et ceux qui nous regardent aient le plaisir de la découvrir en même temps que toi. Après sa retraite de joueur, quel est le seul entraîneur français de l'histoire à avoir rechaussé les crampons et même à avoir marqué en première division ? Ça m'agace. Si déjà tu fais oui comme Je ça, crois que je le sais. ça m'agace. On respire, on range l'enveloppe et on se retrouve avec la première série de questions d'Hervé Matou de Canal+. À tout de suite. Hervé, s'il te plaît, quel est ton numéro de carte de presse ? 65 000 quelque chose. Dans les 800, je crois. 65 000. C'est parce que tu t'en sers plus que tu sais plus ? Non, bah, je m'en sers plus. Oui, je passe pas mon temps à lire le truc. Ouais, je crois que c'est 65 821, mais je suis pas sûr à 100%. On ne te la demande pas. Non. Quand tu arrives ici le dimanche, tu es à la maison. Oui, et puis hélas, dans les stades, aujourd'hui, il faut des accrédits, des suraccrédits, des suraccrédits. Donc la carte de presse, effectivement, c'est bien de l'avoir, mais c'est pas ça qu'on sort en tout cas. Alors, en amont de tout ça, est-ce que tu peux t'excuser auprès de toutes ces femmes qui subissent les affres des désirs de leur mari qui, le dimanche, regardent ton émission ? Mais tu te trompes, il y a beaucoup de femmes qui nous regardent aussi. Alors c'est vrai, je dois être honnête, quand je croise les gens, les femmes, très souvent, elles me disent « Ah, c'est mon mari qui vous regarde, il en est ras-le-bol, etc. » Bon, c'est pas très engageant, mais quand on creuse un peu, et c'était l'une des envies quand on a créé le CFC, c'est de faire quand même une émission qui pouvait se consommer en famille, parce qu'on sait que le dimanche soir, entre 19h et 21h, voilà, on est rarement tout seul devant sa télé, et il y a quand même des femmes qui nous regardent, oui. Bon. De plus en plus. Et ce sera de plus en plus. Bien sûr. On peut y croire. Est-ce que tu supportes un club de foot en France ? Et si oui, lequel ? Clermont ? Ouais, c'est le seul, voilà, le Clermont Foot. Ce qui, tu l'admettras, n'est pas très embêtant, parce que les gens s'en foutent un peu, me regardent un peu bizarrement, on se dit qui est ce psychopathe ? Parce que j'ai vécu à Clermont de 12 à 23 ans. Tu as fait gardien de but, on peut le rappeler. Notamment, ouais. Et en fait, voilà, c'est un peu mon club de cœur, mais je ne suis pas du tout supporter dans l'âme, en fait. Moi, je suis vraiment... alors, vieille école avec le foot pro, c'est-à-dire quand une équipe française joue en Coupe d'Europe, par exemple, je vibre, mais autant que ce soit Marseille, Paris, Lyon, etc. Quand c'est mon club, pour le coup, je suis capable de vibrer sur un match improbable, hein, un Clermont-Grenoble, d'avoir peur sur un corner, etc. À mon pied, il y a une ambiance. Voilà, c'est quand même une des ambiances les plus chaudes d'Europe. Mais par contre, ça n'altère pas ma vision, quoi. Voilà, je ne me mets pas à gueuler sur l'arbitre. S'il y a un penalty que je trouve généreux pour mon club, je dis c'est comme généreux, ça aurait pu pas siffler. Voilà, je ne suis pas du tout... D'accord. Je ne perds pas totalement la maîtrise de mes sentiments, quoi. Est-ce que c'est un mentor qui t'a amené à ce métier ou est-ce que c'est un événement qui a déclenché ton envie d'être journaliste sportif ? Plus un événement. En fait, je fais partie de la génération emmenée sur le foot par la vague verte, quoi. Voilà, j'avais 10 ans quand Saint-Étienne a commencé à briller en Coupe d'Europe. C'est un teaser pour la question ? Peut-être. Donc en fait, voilà, je me suis passionné par le foot
par les Verts, voilà, les années 70, enfin fin des années 70, 80. Et puis après, j'ai jamais mis cette passion entre parenthèses, mais j'ai su que je voulais faire journaliste, mais pas obsessionnellement du foot ou du sport. Et puis j'ai été généraliste dans un premier temps et je suis passé au sport. Avec TF1 ensuite. Avec TF1, avec la radio au départ, j'ai fait quand même beaucoup de sport aussi. Enfin, j'étais généraliste, mais étant footeux, j'étais volontaire pour travailler sur des matchs. J'ai commenté des matchs pour Radio France, France Bleu maintenant, à Orléans. La montagne aussi, on t'a pas bossé? J'ai fait mon stage à la montagne, mon stage de presque quotidienne régionale, effectivement, mais pas du tout au sport. Et puis ensuite, je vais intégrer une petite chaîne locale, une petite chaîne privée, privée dans la ville de Boulogne-Billancourt, où nous sommes aujourd'hui. Et là, j'ai constaté qu'il y avait un gros club, la CBB, énormément d'actualités sportives, mais pas du tout d'acquaintance sportive chez les gens qui travaillent dans cette boîte. Donc je dis, non mais on fait du local, le sport c'est hyper important, il faut qu'on fasse un journal des sports le lundi. Ils m'ont dit ok, fais. Donc j'ai fait, j'ai été moi-même le service des sports, j'ai tout fait, je tournais, Ça t'a aguerri aussi finalement, non, tout ça? Oui, bien sûr, parce que j'avais une volonté en plus de progresser. J'étais assez perfectionniste et voilà, et j'ai fait des plateaux, des sujets, enfin je faisais tout, j'étais au four et au moulin. Et ensuite j'ai envoyé une cassette de ce que je faisais à TF1 en candidature spontanée. Ma cassette est restée assez longtemps sur un bureau. Et puis, miracle, un jour, le gars l'a regardé et il a dit « Ah, mais c'est vachement bien, mais je vais vous prendre en stage cet été. » Et j'ai débarqué. Qui est cette personne? Un gars de la DRH, en fait. D'accord. Voilà. T'as pas su qui était cette personne? Je l'ai croisé, je l'ai rencontré, mais j'ai son nom, mais il ne vous dira rien. C'est lui qui m'a un peu poussé pour que TF1, qui cherchait des stagiaires pendant la Coupe du Monde de 90, puisse m'accueillir. Et je suis arrivé dans le service où il y avait Roger Zabel et j'ai commencé en stage. Voilà. Le fait de présenter les matchs de l'équipe de France sur TF1 avec Thierry Roland, qu'est-ce que tu gardes de cette période-là? Plus généralement, de ma période TF1, c'est la découverte, enfin, c'est du plaisir. Enfin, honnêtement, le plaisir s'est jamais arrêté. Voilà, j'ai la chance de faire un métier qui est un métier de plaisir. Il y a des contraintes, hein, il y a des moments où, comme tout le monde, tu n'as pas envie d'y aller, ou tu es un peu fatigué, ou quoi que ce soit, mais globalement, c'est beaucoup de plaisir. Et quand je suis arrivé à TF1, dans un service où il y avait effectivement que des vieux de la vieille et des monstres sacrés pour certains, surtout, moi, ce que j'ai apprécié, c'était pas spécialement de travailler avec telle personne, c'était une fois que j'ai montré que je connaissais très bien le foot, ils m'ont envoyé, j'étais stagiaire depuis 10 jours sur un match, en remplacement de Marianne Macot, qui était tombée malade, et après un petit test rapide, un peu style moins pointu que tes tests à toi. T'es parti à Bastia? Je suis parti à Bastia pour faire un sujet Bastia-Guignon. Et puis la semaine d'après, je suis parti à Metz pour Metz-Bordeaux. Bordeaux avait été battu à Metz. Tu vois, rien ne change. Et donc, en fait, j'étais parti. Ce que je trouvais formidable, c'était à la fois tous les lundis, j'arrivais, on me disait bah, tu vas aller là, tu vas aller là. Donc j'allais toujours pour la première fois. C'était découvrir tous les stades de Ligue 1, de D1 à l'époque, devant lequel je fantasmais depuis mon enfance. Et puis après, j'ai été reporter pendant plusieurs années à partir à travers l'Europe, quoi. Donc c'était découvrir, pas savoir où on allait m'envoyer, et on m'envoyait partout, à Milan, à Madrid, enfin partout. Donc c'était hyper excitant, quoi. Donc c'est plus des événements qu'un homme, il n'y a pas Oui, non, il y a des gens qui m'ont marqué dans ma carrière, heureusement. Roger Zabel, dont je t'ai parlé, en fait partie. Mais moi, j'ai toujours considéré que c'est pas bien d'avoir un mentor. Il faut observer, regarder, se dire chez telle personne j'aime ça, chez telle personne j'aime ça, voilà, picorer, digérer, pour en faire un truc de positif, de personnel en fait. Roger, il m'a donné par son exemple une forme de détachement amusé, à la fois de décontraction à l'antenne qui fait que rien ne peut le déstabiliser. Son grand jeu, c'était d'essayer de me faire rire, il y arrivait souvent, et moi j'essayais, j'y arrivais jamais, de le faire partir en fou rire. Mais voilà, cette espèce de regard un peu amusé, un petit peu détaché, par exemple, mais j'ai pris chez d'autres
Au contraire, la rigueur, enfin je crois, j'ai essayé en tout cas. Enfin voilà, je pense qu'il faut faire son marché en fait. Tu travaillais avec Vincent Hardy aussi, non, à l'époque? Oui, on y arrive en même temps. C'est ça, Ouais. il me semblait. Est-ce que tu, avec l'expérience qui est la tienne, est-ce que tu as un souvenir de ta plus grosse bourde, d'un lapsus ou d'un truc où tu parlais de fou rire tout à l'heure, mais en l'occurrence, toi, que tu as vécu de toi-même? Oui, j'ai deux moments. Je pense que c'est un métier où on prend des coups parce qu'on est exposé très vite en fait. C'est-à-dire que quand on débute dans un métier, quel qu'il soit, on fait des petites conneries. Sauf que quand tu es dans les médias, et notamment dans un média audiovisuel où tu peux être en direct, les conneries, tu les fais, elles se voient beaucoup et elles sont exposées, quoi. Et donc, les deux souvenirs là qui me reviennent, c'est j'étais soit stagiaire, soit gardé après mon stage en pige depuis très peu de temps. Et on me demande, enfin un des mecs me demande de prendre sa place sur la permanence du dimanche. Moi j'étais à l'affût de tout, je dis oui bien sûr, bien sûr. Et j'apprends vers 15h que le gars qui est de permanence le dimanche doit faire un plateau dans le journal du soir de TF1. Et je me retrouve, j'apprends ça vers 16h, donc il faut que je trouve une chemise métable, une veste métable. Le plateau, je l'ai chez moi, hein. Je suis habillé de manière assez invraisemblable. Et je me retrouve sur le plateau du 20h de TF1, donc, qui était celui du soir, mais c'est le même plateau, quoi. Le décorum était le décorum du 20h. Le générique de TF1, enfin le truc, là je flippe, mais je me dis je vais mourir, je vais me liquéfier. Et on me passe la parole et je fais un plateau de débutant, quoi. Même si j'avais une expérience dans ma chaîne locale de plateau, mais j'étais dans un état... C'est horrible, ce plateau, je le vois aujourd'hui, je meurs. T'as les images? Je l'ai en VHS, ouais. Ouais, c'est énorme. Donc il y a ça, et puis j'ai un autre truc où là j'ai vraiment eu peur pour le coup, différemment, mais je peux être un peu long ou pas? Ah, mais fais-toi pas, non, mais alors là, pour nous, c'est extrêmement jubilatoire de t'écouter. Parce que c'est en deux temps en fait, quand je te dis qu'on fait des erreurs, j'étais à Radio France à Orléans, et je fais beaucoup de procès, j'ai couvert beaucoup de procès d'assises, et un jour je dois faire un procès, enfin je fais plusieurs procès, tout se passe bien, ça me vient vite, l'écriture, machin, dernier moment, enfin toi je prends un peu la confiance, on va dire. Je suis sur un procès, mais on attend le verdict. Et puis je commence à machiner mon truc, et puis ça vient pas. J'ai du mal à structurer mon papier, quoi. Et je devais faire l'ouverture du journal du soir, 19h. Et puis finalement, le moment arrive, on attend toujours le verdict, ça vient pas. À -5, je commence à partir, et là, boum, le juré arrive. Le juré arrive et il donne le verdict. Donc là, je prends des notes comme je peux. Je parle d'une période où il n'y a pas de téléphone portable, donc il faut trouver un téléphone, enfin bref. J'appelle, je suis déjà en retard, donc je me fais pourrir parce que je suis hors délai. Et là, on me passe, à peine j'arrive, ah putain, t'appelles maintenant, on me passe en direct et tout. Et là, je commence, je fais un papier, je dis, ah machin, l'avocat de la défense, l'avocat de la partie civile a dit que. Non, enfin, il n'a pas dit ça, enfin, bon, je fais un truc catastrophique. Donc je raccroche, je pense que je suis mort. Je rentre, je me fais défoncer par le rédacteur en chef. Donc ça, c'est l'acte 1. Et 4 mois après, je suis pour TF1 sur le procès des Girondins. Et je me cherche. Bah ouais, je te cherche. Et je me retrouve devant une salle d'audience. Je dois faire une intervention dans le 23h encore, avec François Bachy. Et là, on attend, tous les journalistes, on est là, on attend, il ne se passe rien, etc. On m'a dit, tu passeras à 23h02, je sais plus. J'ai un collègue de radio qui était le premier mec qui avait un portable et qui m'avait dit, bah, moi je passe qu'à minuit, je te file mon portable. Donc petit confort, j'attends. Et au moment où à quelques minutes, la porte s'ouvre et là, bah, on me donne un communiqué. Wow. Donc là, je prends le communiqué, je le parcours des yeux pendant que j'entends le générique. Et j'entends le présentateur qui dit « On va retrouver Hervé Matou dans quelques secondes et tout ». Et là, je suis en panique. Je me revois au palais de justice d'Orléans quelques mois plus tôt. Et je me Réminiscence. Et je me dis « T'es mort ». Parce que ce que tu as fait à Orléans, tu vas le refaire sur TF1 à 23h, c'est la fin de ta carrière. Et donc j'essaye, j'arrive même pas, enfin je lis, j'essaie de comprendre. Hein. Et pendant que j'entends le présentateur François Bachy qui me lance, je me dis, au lieu de me concentrer, de profiter des 15 secondes qui me restent pour me concentrer, non, je sais pas. Et finalement, je prends la parole et je décide de faire un truc tranquille, et je fais une intervention assez courte, peut-être de 40 secondes, mais propre. Et là, je termine,
Je lâche mon téléphone, le mec qui me l'avait prêté me dit que je suis pas loin de m'évanouir et je me dis putain, sauvé quoi. Enfin, t'as réussi à passer le truc, voilà. Ça, c'est les 2 souvenirs forts qui me restent de. Ça te sert aujourd'hui? Tu as le sentiment que là maintenant ça me sert plus, mais. T'as encore des émotions quand tu présentes le CFC? Est-ce que pas de peur ou de. Est-ce que l'invité que tu peux avoir, Ouais. en fonction de sa notoriété, de son background Ouais. ou de l'actualité qui est la sienne, ça te met une pression particulière? Parfois, ça peut. Parfois, mais c'est pas une question vraiment de notoriété. Je donne un exemple. Buffon, par exemple, c'est une légende. C'était la question que j'avais posée, mais il a l'air sain. Tellement sympa, Ouais. tellement cool. On a eu par exemple des grands joueurs comme Pjanic, qui est pour moi quand même un joueur de top niveau, qui joue à la Juve, Bernardo Silva, Manchester City, des gens d'une simplicité, super cool et tout. Pas de souci. Ce qui peut éventuellement générer, c'est quand tu as du stress, c'est quand tu as soit un entourage nocif, on va dire, soit des ondes pas agréables, le mec est pas sympa, etc. C'est assez rare. Hein. Donc c'est plutôt ça qui va éventuellement te stresser un petit peu. Pjanic, plus période Roma ou Juve? Tu veux dire pour moi? Oui. Oh, j'avoue que je préfère un peu la Roma, donc voilà, Et plus Roma que Lyon? Honnêtement, c'est vraiment une question subsidiaire. En fait, Pjanic, je pensais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là. Voilà. Quand je l'ai vu arriver à Lyon, je trouvais qu'il avait fait 3 ans à Lyon de bon niveau, mais sans plus. J'étais surpris qu'il partait à la Roma. Je ne pensais pas qu'il allait aller aussi haut. On parle de la Roma, l'occasion de saluer Olivier Dacour, Ouais. qui fait que nous sommes là aussi aujourd'hui. Donc Olivier, voilà, merci. Est-ce qu'il y a un événement sportif que tu as vécu dans un cadre professionnel qui t'a ému au point de générer chez toi une émotion que tu ne maîtrisais pas? Franchement, pas vraiment. Parce que tu as du détachement par... Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des émotions fortes. Moi, ce qui me touche, c'est la joie des gens. Voilà, quand je vois une équipe qui gagne, qui va sauver sa peau dans un championnat à la dernière seconde, je peux être ému jusqu'aux larmes. Mais si je travaille sur l'événement, c'est différent en fait. Voilà. Alors le moment le plus fou que j'ai vécu en tant que commentateur, c'est certainement le match entre Clermont et le PSG en Coupe de France en 97. Puisque c'était mon club, c'est le club de ma ville, ils sont en CFA2 à l'époque, donc en 4e division, ils jouent contre le PSG, qui est quand même le PSG qui va gagner qui va faire la finale contre Barcelone en juin. Ils ont gagné, ils sont tenants de la Coupe des Coupes. Enfin voilà, ils perdent après. Voilà. Donc et puis le scénario du match, quoi. C'est un 4-1, un quart d'heure de la fin, 4-4. Enfin, tu dis déjà, j'avais aucune chance de commenter un jour un match de mon club. Il se passe ce scénario, c'est hallucinant. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir basculé en étant supporter sur le moment. Et puis les grands moments d'émotion, le titre de champion du monde 98 par exemple. Je pensais que tu allais me parler des JO par exemple, tu vois. Non, les JO, j'ai fait plusieurs Olympiades, j'ai bien aimé, je trouve ça fantastique. J'ai trouvé qu'il y a des moments d'émotion forte. Mais tu te laisses pas entraîner? Mais je me laisse... Non. D'accord. Non, pas plus que ça. C'est peut-être dommage, hein. Peut-être dommage. Je ne me permettrai pas de juger. La dernière question de cette première série, peut-être déjà tu as donné un indice sur cette réponse-là, mais est-ce qu'il y a un sportif qui t'a fait ou qui te ferait faire des kilomètres? Prendre ta voiture, prendre un billet d'avion pour le voir jouer parce que tu sais que c'est sa dernière, parce que tu pensais pas que ce serait possible, et puis tu as... T'as compris, j'ai pas l'âme d'un fan en fait. C'est pour ça que j'appréhendais cette question en disant parce que non. En fait, je vois Pierre Ménès par exemple, il a dû totalement Federer, il se lève la nuit pour n'importe quel match. Je pense que si Federer fait le tournoi de Tourcoing, il va aller le voir. Moi, non, j'ai pas cette lecture. Moi, aujourd'hui, on a souvent une lecture du sport très individualiste. Souvent, les enfants, par exemple, aujourd'hui, s'intéressent à un club via un joueur. Quoi. Voilà, ils aiment ce joueur et puis ça les amène vers un club. Moi, non. Tu es contre le Ballon d'Or, donc?
Je suis pas contre. Mais t'es pas pour. Ouais, je m'en fous. Enfin, non, ça m'intéresse, mais voilà. En tout cas, moi, je suis plus intéressé par ce que génère l'histoire que dégage une équipe, son intégration dans un pays, la sociologie, tout ça, plus que les stats d'un joueur, tout ça, je m'en fous en fait. J'ai travaillé à TF1 pendant 8 ans. À l'époque, il y avait le journal de 20h recevait des invités extrêmement prestigieux. Et quand on travaillait au service des sports ou ailleurs, à l'époque, je pense que maintenant c'est un petit peu plus verrouillé, mais on pouvait aller sur le plateau du 20h pour voir les gens qui y étaient. En 8 ans, je me suis déplacé que 2 fois. Pour voir de visu qui des personnes. Tu veux pas le Tu devrais savoir, hein. Si, je vais te dire. Sharon Stone. Alors, tout le monde... Alors, t'es beau gosse, mais est-ce que... Pourquoi? Parce que Sharon Stone... C'était à l'époque de Basic Instinct? Bah oui. D'accord. Oui, donc tu te dis, non, je vais aller la voir. Ouais. Et alors? Et le Dalai Lama. Donc tu vois, c'est très... rien à voir. Voilà. Mais... Je ne peux pas faire une allégorie sur film, c'est le grand écart. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est le croisement de jambes externe. En fait, mais heureusement, quelque part, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler quasiment avec toutes les idoles de ma jeunesse. Idoles, entre guillemets, mais toi, quand je regardais l'épopée des Verts, je ne pouvais pas imaginer, étant gamin, que j'allais côtoyer Dominique Rocheteau, Michel Platini, parce qu'il a bossé à Canal. Voilà, exactement. Ouais. Ça a été mes collègues de travail, entre guillemets, pendant très longtemps. Les champions du monde 98, il y en a une bonne moitié que je connais très bien parce que j'ai bossé avec eux. Mais j'ai jamais eu, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas. Mais il n'y a pas de différence. Oui, voilà, enfin, c'est pas. Voilà, c'est. Et puis je suis pas. Voilà, mais tu peux pas travailler si tu regardes la personne en te disant. Je comprends. Tu vois? Je vais m'écouter parler en disant que c'est la fin de cette première série questions de monsieur Hervé Matou. Tu sais, on a plus tendance à dire CFC que Canal+, mais c'est presque une marque de fabrique. D'ailleurs, on a le ballon et je remercie toute l'équipe qui a fait en sorte de le mettre un peu comme nous. Ouais. Hervé Matou, à tout de suite avec la question vache. À tout de suite. J'ai récupéré la question d'Hervé Matou, la question vache. Je sens que la facilité qui est la sienne m'agace. Bon, facilité, non, elle est assez vache. C'est vrai que c'est pas évident. Elle est bien quand même, non? Elle est pas mal. Franchement, j'ai bossé pour toi. T'aurais pu piéger quelqu'un de moins en bien. J'en connais beaucoup qui ne l'auraient pas eu, mais je crois, tu vas me dire, mais je crois que j'ai la réponse. Tu veux que je la relise? Oui, s'il te plaît. Après sa retraite de joueur, quel est le seul entraîneur français de l'histoire à avoir rechaussé ses crampons et même d'avoir marqué en première division? Là, si je me plante, j'ai l'air d'un con, parce que j'ai fait le mec qui était sûr. Oui, mais Je crois que c'est Robert Herbin. C'est ça? Oui, c'est ça. Il était entraîneur de Saint-Étienne, jeune entraîneur, et puis il y a eu un match assez facile, je crois qu'il devait avoir un gros score, et il est rentré sur la fin. C'est exactement ça. Et il a marqué un but. Tu sens que ça m'agace ou pas? Ça me plaît que ça t'agace. Il manque juste un tout petit détail. L'adversaire? Non, quand même pas. Mais que c'était sur penalty. Ouais, mais ça, je te l'épargne. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que les joueurs des gens bafouillent? Hervé Matou de Canal+ est avec nous tout de suite. C'est la deuxième série de questions. Hervé, j'ai essuyé mes larmes, la frustration qui est la mienne, mais un vrai plaisir, vraiment. Encore une fois, il y a un peu de redondance dans mes propos, mais c'est un vrai bonheur que de t'avoir chez toi, ici même à Canal+. On parle de médias. Comment toi, tu appréhendes les réseaux sociaux? Est-ce que tu les utilises? Lesquels? Est-ce que tu as quelqu'un qui s'occupe de tes comptes? Non, personne ne s'occupe de mes comptes, ce qui explique d'ailleurs mon utilisation assez parcellaire. Ta léthargie. De temps en temps, je m'excite, je vais être hyper actif pendant 2 heures, et puis après, je vais plus bouger pendant longtemps. Des fois, je vais sur la page Facebook, je vois que j'ai 200 messages, je n'ai pas allé depuis 2 mois. Donc, tu réponds, tu lis? Oui. Non, mais si, mais je réponds pas à tout parce que. Il y a un moment donné où franchement, sur Facebook par exemple, si j'ai 60 messages, j'ai 20 demandes de stage, 20 demandes de... En mariage? Moins, mais un peu. J'ai 20 demandes de faire des vidéos pour un mariage, le mariage du tonton, du papa, du copain, etc. 20 demandes pour essayer d'avoir un maillot, demander un maillot à un mec du PSG. Enfin, donc à un moment donné, tu peux plus... Bien sûr. Donc tu peux plus répondre parce qu'il y en a trop en fait. Facebook, Twitter, Instagram?
Ouais, les trois. Facebook, donc je te dis de loin. Instagram, un peu. Et Twitter, c'est là où j'ai le plus de monde, mais l'ambiance me refroidit un peu. Donc je l'utilise vraiment que professionnellement. Je l'utilise beaucoup en source pour voir des articles que j'aurais pas lus si j'avais pas Twitter, en fait. Mais voilà, je fais pas beaucoup de choses, en fait. Pas de choses très privées, en fait. Tu es gentil, c'est pas péjoratif. Tu as une capacité d'absorber les aigreurs de chacun. Comment on peut être désagréable, par exemple, sur ce réseau avec toi? Parce que tu as l'air plutôt placide, ouais, tu vois. Je suis assez placide, mais je peux monter quand même, tu vois. Et surtout, ce que je supporte mal, je crois, c'est quand justement les gens t'imaginent, t'appliquent leur méchanceté, en fait. C'est pour ça que je me tiens parfois à l'écart de Twitter, parce que je suis plutôt quelqu'un je pense, de sympa avec les gens, j'aime plutôt, voilà. Et je voudrais pas que Twitter me rende misanthrope, en fait. Et quand tu vois les agressions que tu te prends sur Twitter, les supputations, les espèces d'interprétations du moindre fait, le genre de gars qui me dit « Ah, j'ai bien vu que quand tu as annoncé le résultat de mon club, t'étais content, espèce de connard. » Oui, c'est un transfert d'aigreur à ton endroit. Voilà, donc ça te rend, je pense que ça peut te rendre mauvais, en fait. Donc il faut essayer de le tenir à distance. Et j'essaye. Et de temps en temps, je perds un peu mes nerfs et après je me recalme. Moi, j'espère que Pressentiment servira à montrer que tu connais le foot, alors à un niveau incroyable, mais aussi que tu es effectivement rempli d'amabilité. Quel est, architecturellement parlant, ou esthétiquement parlant, le plus beau stade que tu aies vu dans ta carrière? Il y en a plusieurs. Je peux en citer plusieurs. De toute façon, là, on est sur une émission d'1h30. Ah bah parfait. Non, en fait, je te cite comme ça les stades qui m'ont vraiment époustouflé. On parle du bâtiment. On parle pas d'ambiance. Pas de l'atmosphère. L'ambiance, c'est une autre question. Alors d'accord. Alors, le bâtiment, je trouve que le plus impressionnant de tous, c'est San Siro. Toi aussi, donc. Ouais. C'est vrai, il y en a d'autres qui ont dit ça. Oui. Étonnamment. Non, je ne me permettrai pas de juger. Mais entre les tours et la descente des gens par là. C'est ça aussi ton sentiment? En plus, il est au milieu d'une sorte de no man's land, une sorte de parking géant. Et il est vertigineux. Voilà, vertigineux et. Du Milan AC? Du Milan et de l'Inter. Parce qu'on les avait battus 3-0 au match au retour. Ok. T'allais dire plusieurs? Il y en a un autre qui te vient à l'esprit? Je trouve qu'aujourd'hui, les stades se ressemblent un peu tous, en fait, et qui sont un peu décevants. Ils sont beaux, mais ils pourraient être n'importe où, en fait. L'Amérique du Sud, parce qu'il n'y a pas longtemps que tu étais... le Maracana, j'y suis allé souvent. Franchement, c'est pas que ça vaut pas le déplacement, tu es content d'y être parce que c'est mythique, mais au niveau architecture, c'est nul, quoi. Je connais pas le stade de Boca, effectivement, la Bombonera, j'aimerais bien. Je rêve d'aller voir un derby, Boca River. Ah ben, tu avais la finale, mais seulement il s'est joué à Madrid. À Lisbonne, à Lisbonne, à Madrid, mais c'est autre chose. Mais donc voilà, donc je connais pas beaucoup de stades sud-américains. Donc voilà. San Siro. San Siro, ouais. Et alors maintenant, on en vient à l'ambiance. En atmosphère. C'est drôle parce que moi je dis ambiance, toi tu dis atmosphère. Ouais, parce que pour moi, je vais te donner un exemple pour t'expliquer ce que je veux dire. Le stade de Fulham, par exemple, il n'y a pas une grosse ambiance, mais il y a une atmosphère. Craven Cottage, c'est à cause des bancs en bois. Les bancs en bois, la vieille tribune, etc. Il y a quelque chose, voilà. Donc je fais un peu la distinction entre atmosphère et ambiance. Les deux peuvent se rejoindre. Bien sûr. J'aime beaucoup le stade de Kuip de Rotterdam, par exemple, le stade du Feyenoord. Je trouve qu'il est à la fois architecturellement avec cette espèce de baignoire en fer là, qui fait le tour et l'ambiance extraordinaire. Et Dortmund. Moi, je l'appelle toujours le Westfalenstadion. Je trouve ça mieux que tous ces trucs de naming là. Voilà, ça c'est un stade qui m'a marqué. Le mur. Le mur, incroyable. Incroyable. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est les deux qui me viennent à l'esprit. Quand retentit la Marseillaise lors d'un match, alors à l'époque où tu faisais aussi l'équipe de France, parce qu'il faut le rappeler, quelle est ton attitude? Ou quelle était ton attitude? Est-ce que tu te levais? Est-ce que tu étais dans la retenue? Je me lève pour la Marseillaise comme pour l'autre hymne. Je ne chante pas spécialement. Je n'ai jamais participé
aux critiques des gens qui disaient que les joueurs ne chantaient pas, etc. Je trouve qu'on a le droit de ne pas chanter. Maintenant, je peux avoir tendance à chanter un peu quand je trouve que c'est sympa, etc. Voilà. D'accord. Je ne suis pas non plus, toi, mais je trouve ça beau. J'avais compris. Je trouve ça assez beau quand même, franchement. Et j'aime bien aussi quand un hymne de l'adversaire est respecté, par exemple. Je trouve ça beau. Ce qui devrait être le minimum. Ouais. Ce qui devrait être le minimum. D'ailleurs, sur les hymnes étrangers, t'en as un qui te transporte? Oui, il y en a beaucoup. Le God Save the Queen est extraordinaire. Je trouve que l'hymne allemand est très beau aussi. L'hymne italien a son charme. Mais enfin, le God Save the Queen ressort, quoi, effectivement. Il reste une dernière question. Je vais être un peu redondant, mais vraiment te remercier parce que, voilà, t'es gentil, on le dit. À l'antenne, effectivement, tu as quand même la capacité à gérer les égos de certains et de voir de tous. Si peu. J'ai pas cité de nom. Il n'y a pas d'égo. Non, il y a juste quoi je sais plus quel serait le qualificatif. Mais vraiment, merci, puisque je voudrais préciser aux ceux qui nous regardent que tu m'as répondu quasiment instantanément qu'au téléphone, que tu m'as proposé, que tu as aménagé les salles. Voilà. J'ai construit ce bâtiment pour toi, quand même. Non, mais c'est important parce que l'image que renvoient aujourd'hui les journalistes est souvent décriée, que le journaliste sportif est souvent accolé à une équipe ou à un club et donc manquerait éventuellement d'objectivité. Toi, je trouve que tu as cette capacité-là. Je te coupe, pardonne-moi, mais ça fait depuis 90, donc presque 30 ans que je suis dans le foot. Et la question qu'on me pose le plus souvent, c'est quoi ton club? Est-ce que tu es PSG ou Marseille? Et je me dis qu'au bout de 30 ans, si on me pose la question, c'est plutôt bon signe. C'est que tu n'as pas appris. Mais en fait, je crois que certains journalistes se trompent en s'affichant supporters, etc. Mais les gens aussi, les supporters, parce que les supporters, ce n'est qu'une petite partie de ceux qui nous regardent, lisent avec leur lecture déformée. Ils ont des lunettes déformantes et ils voient tout à travers leurs lunettes. Et quand ils te disent... Et par le prisme aussi de leur amertume. Mais c'est incroyable, ils te disent, t'es pas objectif de la part d'un supporter. Je suis pas objectif de la part d'un supporter. C'est-à-dire que l'objectivité, c'est d'être un fan absolu d'une équipe. Donc ils sont l'essence même de la non-objectivité, revendiquée, et t'expliquent ce que c'est que l'objectivité, c'est-à-dire être comme eux. Et souvent, les supporters détestent qu'on dise des choses qui ne vont pas dans leur sens sur leur club, mais par contre, ils sont très contents d'avoir des infos sur les autres. Et ils ont besoin des journalistes quand ils leur donnent des infos, ce qui s'est passé là. Alors là, c'est très intéressant. Chez eux, c'est horrible. Donc voilà, c'est le monde qui est comme ça. Moi, j'évoquais l'humain, de ce qui émanait de toi. Et c'est plutôt appréciable d'être en face, en l'occurrence, de toi aujourd'hui. Il reste une question. Encore un piège, une vache? Pas le moins du monde, mais tu verras, la question est courte, la réponse dépend de toi. Quid de la VAR? Ma réponse ne va pas être super courte. Alors, le contraire m'est étonné. C'est ça. La VAR, oui, bien. Franchement, je trouve que ça fait un très bon début. C'est le mais qui m'angoisse. Mais je trouve qu'il y a eu une dérive au bout de quelques mois. Et toi, tu le vois à chaque match le dimanche en plus, c'est quand même quelque chose qui est prégnant. Pas toujours, mais en tout cas, je pense que la VAR est très utile quand elle évite les contestations, elle évite les simulations, elle évite les injustices très fortes. Elle nous avait été présentée comme quelque chose devant juste corriger les énormes erreurs, et là, elle est en train de se fourvoyer à travers ce que j'appelle moi, par exemple, des pénaltys 100% VAR, totalement créés par la VAR. Je vais t'en donner 2 exemples. Et avec le même club dans les 2 sens. Comme ça, on m'a fait un procès. La main de Kipembe face à Manchester. Pour moi, c'est un penalty qui est exhumé par la VAR. C'est-à-dire que le mec tire, il ne demande rien, personne n'a rien vu, il va y avoir corner, et là, tu as un gars dans un camion qui dit « je crois que j'ai vu un truc ». Et en regardant, on voit un truc. Et l'autre exemple, c'est un match moins célèbre, ça parlera peut-être moins aux gens, mais il y a eu un PSG Nice la saison dernière, cette saison, là, où il y a eu un penalty que Paris a raté d'ailleurs de Dante, une faute sur Neymar. Effectivement, quand tu regardes le ralenti, tu vois que le pied de Dante touche Neymar, mais personne n'a réclamé cette faute, le ballon était sorti, ne pas le siffler n'aurait pas été une erreur manifeste, et là il y a pareil la VAR qui dit « mais moi je crois que j'ai vu quelque chose ». Si on commence à analyser toutes les actions, on va toujours trouver des trucs. Donc je trouve que la VAR devrait revenir à ce qu'elle avait annoncé qu'elle était, une correction des erreurs manifestes, que ça, et là ce sera parfait. Hervé Matou, tous les dimanches, 19h20.
soit 19h, soit 19h20. Ouais, parce S'il y a que du rugby, parfois, voilà, ça dépend c'est du ça, rugby. c'est- Ah, c'est le rugby qui nous Mais embête. quoi qu'il arrive, jusqu'à 21h pour ceux qui n'ont pas le décodeur et au-delà pour rajouter du plaisir. Merci beaucoup. Avec Hervé, plaisir. c'était un vrai plaisir d'être à tes côtés dans Pressentiment. Salut. Salut à tous.